Alors, donc, moi, je vais vous parler de la deuxième expérience de MOOC menée à l'UPMC sur la programmation iPhone et iPad. Alors, l'objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience. La grosse différence entre ce cours-là et le cours de Christian, c'est que Christian, son MOOC est issu d'un cours de L1, donc pas de prérequis. Moi, mon MOOC est issu d'un cours de M2, donc au contraire, probablement trop de prérequis. Donc il a fallu qu'on réfléchisse justement pour alléger un petit peu les choses. La diffusion est sur France Université Numérique, je vous ai mis ici l'URL. Et on a commencé le 26 avril 2014. Le cours se termine, en fait, la 10e semaine se termine ce soir. Et en fait, les étudiants ont jusqu'au 16 juillet pour rendre un exercice sur lequel on construira une attestation. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, il a été décidé d'ailleurs que le cours restera ouvert, enfin on en reparlera un petit peu plus. Donc je vais parler du MOOC en lui-même. En fait, l'intérêt de l'expérience de Christian, elle réside dans le fait de plonger dans un système complètement, sans enseignants ou quasiment sans enseignants et massif, son système d'autocorrection. L'intérêt de mon expérience, c'est pour ça que j'en parlerai un peu, c'est aussi de s'intéresser à un aspect déploiement et en particulier indépendance du cours, représenté par ce qu'on appellerait des métadonnées, par rapport à la plateforme sur laquelle on le déploie et pour laquelle on peut faire des choix qui sont différents. Commençons par le MOOC en lui-même. Alors, petit historique, en fait, il se trouve qu'à l'UPMC, on fait partie des premiers établissements à avoir monté des cours sur la programmation iOS. Les premiers cours, en fait, on s'est rendu compte, on n'avait pas de chance. La maquette du master démarrait en septembre 2009, donc ça veut dire qu'elle a été remise au ministère un an plus tôt. Et en septembre 2008, elle a donc été préparée avant. Personne n'était capable de prévoir l'émergence de ce type de domaine. Et donc, effectivement, en 2009, le truc commence à partir et on a une nouvelle maquette. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de se former et ensuite de faire des cours expérimentaux sur l'année 2009-2010. Et puis, on a réussi à obtenir, au niveau de l'informatique, la création d'une UE spéciale. On aurait pu truander, mais ça nous paraissait intéressant d'afficher le fait qu'on fasse ce type de cours. Et donc, ce cours a commencé à fonctionner pendant une première année. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par Apple, qui lançait iTunes University, qui était une étape dans l'historique, les cours filmés, les cours en ligne. iTunes University a fait beaucoup pour la diffusion massive de vidéos de cours. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il n'y avait pas de cours sur iTunes University sur la programmation iOS en français. Il y avait juste les cours de Stanford. Donc, on a fait l'expérience et la deuxième saison de cours a donné la première saison sur iTunes U. Et comme c'est un cours qui change tout le temps, parce qu'il y a à chaque fois des nouveautés, là, Apple nous a gâtés pour l'année prochaine avec Swift et toutes les annonces qui sont faites il y a un petit mois. Donc, en fait, c'est vraiment nécessaire de refilmer le cours tous les ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à l'UPMC, il y a la FOAD, formation à distance, qui d'abord surveille tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai été contacté, probablement à cause des cours qui étaient sur iTunes, pour faire une expérience sur les MOOC. Et du coup, on a décidé que la troisième saison sur iTunes University, eh bien, serait un format que je vais qualifier de pré-MOOC. Et c'est intéressant parce que du coup, ça m'a permis de réfléchir à l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'un cours à la manière d'un MOOC et de le déployer de deux façons complètement différentes. Et puis, en avril, on a lancé le cours. Alors, on a eu pendant très longtemps des incertitudes sur la plateforme. Il faut dire que la question était, on va vers Coursera, on va vers EDX, et puis après à ce moment-là, le ministère lance la plateforme Fun, donc du coup l'UPMC décide de choisir la plateforme Fun, et effectivement, moi, en amont, j'avais mon cours de M2, j'ai des sites compagnons depuis 15 ans sur mes cours, au moins 15 ans, et donc du coup, il fallait que je fasse ce site compagnon. Effectivement, c'est cette indépendance entre la plateforme, qu'on ne connaissait pas a priori, en tout cas quand j'ai commencé à repréparer le cours, à le rechapitrer, donc là aussi, c'est comme Christian, c'est quelques mois avant donc le démarrage du cours en M2, qui démarrait en novembre, donc c'est des choses qu'on avait commencé à faire fin août, début septembre, et bien qu'il fallait réfléchir à cette notion d'indépendance
entre la structure du cours et la plateforme sur laquelle on déploie. Et puis l'autre intérêt de ce truc-là, c'était que, ce sera à discuter d'ailleurs, on pensait économiser, réduire les coûts en tournant en présence des étudiants, c'est-à-dire en récupérant du coup à la fois les vidéos qui iront sur iTunes et, vous le verrez, ça, de côté là ça a marché, un grand nombre des vidéos qui seront utilisées pour le MOOC. Alors, il y a évidemment une différence entre les deux. Le cours qui s'appelle Programmation sur plateforme mobile, Loadmaster est constitué en vague de 7 semaines. Et en fait, programmation sur plateforme mobile, il y a 6 semaines sur iOS et 1 semaine sur Android, qui est une semaine où on regarde Android de manière différenciée par rapport à ce qu'ils ont appris sur iOS. Un cours comme ça de M2 sur un MOOC, je sais qu'il y a des MOOC de 6 semaines, c'était un petit peu violent, et en particulier par rapport aux prérequis, donc on a décidé de décompresser, enfin de dépressuriser les choses en disant bon, on va faire un MOOC sur 10 semaines. Donc vous voyez que là, le côté métadonnées fait qu'on n'a pas le même format entre le cours de M2 et le MOOC. L'idée était de ramener le niveau de programmation à un niveau L3, en ce sens que les étudiants auraient plus de temps pour découvrir les concepts. Alors, il y a 111 vidéos pour le cours de M2 et il y en a 119, dont 17 qui ont été refilmées. Alors en fait, celles qui ont été refilmées, c'est des cours d'introduction générale sur l'environnement, comment faire ceci, pour comment déposer un exercice, etc., etc. Mais aussi, comme le cours était sur 10 semaines, des introductions chaque début de semaine sur 6 semaines, ça n'avait pas de sens, il fallait les refilmer, la conclusion, et puis il y avait une ou deux séquences, je n'étais pas content, j'en ai profité pour les refilmer. Ce que vous trouvez en bas, là, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est la cartographie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai complètement changé ma manière de faire les cours. C'est-à-dire que j'ai complètement formalisé la cartographie. Donc en fait, c'est des métadonnées qui sont structurées dans un fichier dont j'extrais un CSV. Et en fait, ces cartographies sont générées automatiquement avec Gravise. Donc j'ai une moulinette qui m'affiche les choses. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut véhiculer quand on a l'information, les durées des vidéos, etc. Et en particulier, pour passer du cours de PPM au cours de MOOC, j'étais extrêmement content. Ça me permettait d'équilibrer le temps. On peut malmener nos étudiants de M2 si on fait moins de prérequis et que si on a un public qui est clairement beaucoup plus hétérogène au niveau du MOOC, on ne peut pas les malmener de la même manière. Alors, ce MOOC donne lieu à une attestation de suivi qui a été âprement négociée jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec Fun. C'est une attestation de suivi parce qu'on n'est pas encore en mesure de faire une certification qui pourrait donner lieu à des crédits. Tout simplement parce que on n'a pas de moyens, c'est une question récurrente, hein, il y a des solutions, on n'a pas de moyens de s'assurer que c'est bien la personne à qui on donne les crédits qui est présente le jour de l'examen, et en fait un certain nombre de gens pour résoudre ce problème-là, ils font venir physiquement les gens juste pour la phase de l'examen, ou alors ils mettent en place des systèmes de traquage, tracking qui permettent de s'assurer avec plus ou moins de succès que la personne est bien seule et que c'est bien elle qui compose derrière l'écran. Donc là, c'est juste une attestation et c'est la solution qui a été adoptée par France Université Numérique cette année. Alors, il y a un certain nombre d'étapes. Il faut voir que là aussi, beaucoup d'étapes en amont. Les premières discussions avec la FOAD, c'est 2013, février 2013. Donc on vient de sortir la deuxième saison du MOOC, du cours sur iTunes University. Donc il y a effectivement des retours qui sont plutôt positifs à ce moment-là de l'UPMC. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont prêts à rentrer dans la danse et en tout cas à expérimenter l'idée MOOC. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ensuite, le tournage, alors dans mon cas, il s'est fait entre novembre et janvier, c'est-à-dire pendant qu'on fait le vrai cours face aux étudiants. On a tourné le teaser en décembre 2013. Moi, j'ai découvert qu'il fallait faire un teaser quand on s'est renseigné, parce qu'effectivement, il faut appâter le chaland. Et ben, c'est un métier. Il y a bien que dans les gens du CPM pour tourner le teaser. Toute tentative préliminaire, enfin, Christian vous en parlera, c'était assez déplorable. C'est un métier, on a vraiment besoin d'aide pour ce genre de choses. Et fin février, on fait l'annonce et on publie le teaser. Donc, annonce sur les réseaux sociaux, bon, pour la petite histoire, on a dû attendre une petite semaine parce que la ministre faisait aussi une communication, etc. Mais bon, je veux dire, il y a une mécanique d'annonce. Et puis, en avril, on a tourné les quelques vidéos qui manquaient et qu'on voulait remplacer. Et puis, le samedi 26 avril, alors ça, c'est quelque chose que j'avais pompé à Christian. Il a un écosystème, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est relativement complexe. Donc, il a dit, je vais l'expliquer aux gens.
Et moi-même, j'avais fait quelques essais sur FUD et j'avais trouvé que l'interface de France Université Numérique n'est pas toujours intuitive. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais faire la même chose que Christian, je vais expliquer. Et du coup, en fait, si j'avais su, on se serait même arrangé pour publier les vidéos de la semaine 0 plus tôt. De façon, alors en particulier moi avec mon cours, je ne peux pas avoir un environnement intégré comme Christian l'a montré, parce que j'ai pas le choix, hein, l'environnement c'est Xcode, donc il fallait que j'explique aux étudiants, ben voilà, il faut que vous ayez tel type de matériel, il faut que vous installiez Xcode, il faut que vous réalisiez qu'il y a des gens qui ont suivi ce cours et qui ont posé des questions comme je comprends pas, je peux pas développer sous Windows et je peux pas déployer l'application sur mon Windows Phone. Bon, effectivement, l'intérêt de ces vidéos-là, c'était de lever les questions et faire en sorte que les gens sachent où ils s'engager. Et moi, je pense qu'à terme, il faudrait même rendre ces vidéos-là publiques au moment, enfin avec le teaser, c'est-à-dire au moment où on ouvre l'annonce du cours. Bon, le samedi 26 avril, donc c'était le début. Le 29 avril, c'est la publication de la semaine 1. Comme l'a dit Christian, on a fait ça un mardi, histoire de pouvoir régler les urgences et les problèmes le lundi et sauver le week-end. Dans mon cas, vous verrez, comme je faisais des vidéos bilan, le seul choix c'était de le tourner le dimanche, donc le week-end est quand même ruiné. Mais je ne voyais pas comment j'aurais pu tourner les vidéos le dimanche et en plus régler les problèmes. Dieu merci, il n'y en a pas eu beaucoup, mais ici il y en avait eu. Alors, la structure, c'est que dans la façon dont j'ai raisonné, c'est la cartographie qui est centrale. Et la cartographie, elle est articulée autour de la notion de séquence. Donc la séquence, c'est un morceau de vidéo qui doit en fait pas faire plus de 15 minutes. Il y a des fois où on n'arrive pas à faire moins de 17. Je crois que Christian, il a fait pire que moi encore. Et qui doit surtout être à la fois relativement autocontenant et puis cohérent. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois vous avez un joli concept. Moi, je sais que, par exemple, mon cours de programmation, quand j'explique la mémoire, pouf, j'ai un cours complet sur la mémoire. Et finalement, ça ne me dérange pas, c'est comme ça que moi je recevais les cours. Le souci, c'est qu'effectivement, dans un MOOC, ça ne passe pas 1h30 sur la mémoire. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir pour découper les choses de manière à faire ces séquences qui sont relativement courtes. L'autre idée, c'était, comme Christian l'a fort justement remarqué, le MOOC, ce n'est pas simplement des vidéos en ligne et du matériel. La dimension qui fait qu'un MOOC marche, c'est la communication entre les participants. Et une des idées par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la correction par les pairs. C'est-à-dire que chacun a la possibilité de corriger les exercices des autres. Il y a éventuellement un système de notation, c'est on a corrigé mon exercice, la correction est très bien, donc je vais noter positivement la personne qui a corrigé mon exercice, elle est déconnante, je vais dire ça va pas du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du déroulement du MOOC, il va y avoir un système d'évaluation qui va se faire, et on va pouvoir dégager de l'information sur la compétence des participants, non seulement par rapport à ce qu'ils soumettent, mais aussi comment ils corrigent les exercices des autres. Alors, hélas, on n'a pas réussi à avoir le module opérationnel à temps. Enfin, il était promis du style 2 jours avant le début du MOOC. Moi, je ne me lance pas dans les aventures Paris en informatique, je suis informaticien. Donc, du coup, on a essayé de mettre en place un système un petit peu différent, qui est un espace d'échange d'exercices, qui, hélas, ne permettait pas de formaliser l'aspect correction, mais permettait aux gens de déposer les exercices, de discuter, et éventuellement à ceux qui étaient coincés de regarder ce qui avait été déposé pour voir comment leurs confrères avaient envisagé les billes de solution. Et puis ensuite, toutes les semaines, on faisait paraître une nouvelle séquence de vidéos, donc pas toutes qui apparaissaient d'un seul coup. Moi, j'avais publié la cartographie qui se trouve avoir des liens cliquables qui vont vers toutes les vidéos. Il y a évidemment un gars qui a découvert qu'il pouvait cliquer sur des liens de la semaine 10, et il a dit « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et j'ai répondu que l'idée, c'est que le cours après cours, donc quand on suit un cours pour la première fois, on peut comprendre que les gens le suivent linéairement, et je pense qu'on a intérêt à ne pas regarder la vidéo de la semaine 10 en premier. Mais par contre, après coup, on peut avoir envie de revenir sur une séquence, et le fait d'avoir une cartographie avec l'intitulé du cours, des séquences relativement courtes, donc finalement un intitulé relativement précis, le fait de cliquer et de retomber sur la vidéo, pouvait être quelque chose de relativement utile. Bon, je ne sais pas comment, si vraiment ce truc-là a été utilisé, je n'ai pas vraiment posé la question. Et puis, l'autre choix, l'autre manière de mettre de l'interactivité, en plus il y a les forums bien évidemment, c'est d'avoir une vidéo bilan toutes les semaines, qui en gros s'intéresse au vécu de la
promotion, je ne sais pas comment l'appeler, pendant la semaine. Et puis, évidemment, tout ce qui était en ligne, les ressources, les transparents. La doc Apple est assez bien faite dans le cas qui me concerne. Il y a aussi des pointeurs sur Stack Overflow, etc. Enfin, toutes ces informations-là se trouvaient précompilées, et puis parfois étaient enrichies de choses que mes étudiants m'avaient signalées. Alors, les moyens, un enseignant, c'était moi qui pilotais le cours, là aussi, 0 heure sur ma charge. Je dois reconnaître que j'ai eu la prime d'investissement, d'innovation pédagogique, je ne sais pas comment elle s'appelle, la PIIP, je pense que c'est à cause de ça. J'ai obtenu 25 heures par la FOAD pour un adjoint pédagogique, et en particulier qui m'a fait tous les QCM, ça c'est un très très gros travail. Les QCM ici, ils sont surtout pour permettre aux gens de voir où ils en sont. Il y a des gens qui s'en servent pour faire de l'évaluation, moi je ne suis pas un fan des QCM, mais par contre ça permet à la fin de chaque semaine de voir où on en est. On avait aussi réussi à recruter via des contrats étudiants 4 community managers, l'intérêt étant qu'ils puissent suivre. On avait très très peur du grand nombre d'étudiants. Et puis, j'ai bénéficié de 2 techniciens images et son du CPM, le Centre de production multimédia du PMC, puisqu'il y avait quand même, il y a 14h30, presque, enfin 14h20 de vidéos à tourner et à monter, sans les vidéos bilan. Donc vraiment, sans toute cette aide, ramener un peu de briques et de broc, on n'aurait pas pu y arriver. Et puis, au dernier moment, on a eu la défaillance du fameux module de correction par les pairs, et donc là, j'ai eu la chance qu'un collègue a une société, enfin un collègue ingénieur système a une société auto-entreprise qui s'appelle Catsi, et puis il avait des baies au VH, et il m'a dit, écoute, tu peux utiliser, et on a installé ensemble et mis en place une solution basée sur OnCloud qui permettait facilement de faire justement remplir ce cahier des charges d'espace d'échange. Donc on dépose des fichiers sur un site public, on partage les fichiers, on récupère une URL, et sur le forum on dit voilà, ma solution elle est là, ou tiens j'ai un problème, ça plante, regardez ici la solution est là. Et donc en fait ce qu'il soumettait, c'est une archive zippée de projets iOS qu'ils étaient en train de développer. Et puis moi j'ai dû monter mon studio personnel, parce que le problème c'est que en fait ça passe très vite une semaine. Donc le mardi les vidéos sont publiées avec les exercices, les gens y travaillent. Alors je pouvais me réserver le lundi pour tourner les vidéos, mais manque de bol, mon agenda il était déjà un petit peu plein. Donc, qu'est-ce que je faisais? Entre samedi soir et dimanche matin, je regardais ce qui avait été soumis et je récupérais le matériel pour faire la vidéo bilan. Et puis, il fallait que je la tourne. Donc, je la tournais le dimanche. Bon, pas de CPM le dimanche, c'est un peu difficile de les faire venir. Et puis, du coup, je l'ai monté le dimanche. Donc, je me suis monté un petit studio personnel. J'ai acheté Final Cut Pro, un micro-cravate. J'ai utilisé l'Ethernet que je prêtais à mes étudiants parce que c'est la vidéo Full HD, donc ça marche très bien. Et puis, je me suis acheté même un écran vert, histoire de faire plus propre pour les dernières semaines. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses qui se sont construites au fur et à mesure. Alors, les données sur le MOOC, en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme Christian, j'ai fait un questionnaire de début de MOOC, et j'ai aussi fait, que j'ai lancé la semaine 7, un questionnaire de fin de MOOC. Alors comme j'ai eu plus de monde que Christian, j'ai des chiffres qui sont intéressants, explicatifs. Et puis, j'ai aussi essayé, autant que faire se peut, de traquer un certain nombre d'informations. On reviendra dessus quand on parlera du Learning Analytics. Ce que je regrette dans l'expérience avec Fun, c'est que j'ai eu 0 output de la plateforme Fun. C'est Christian a eu accès au log Apache de ces différents serveurs, et moi, j'ai pas eu grand-chose. Alors, première chose, à propos de l'amphi. Donc ça, c'est une représentation que j'ai faite, alors pas sur la base des 3357 inscrits au 7 mai, c'est-à-dire qu'en fait, alors ça c'est une connerie que j'ai faite, il ne faut pas la refaire, j'ai ouvert donc en février les inscriptions, et je pensais que comme un cours normal, au bout d'un certain nombre de semaines de retard après le début du semestre, on déconseille aux étudiants de venir suivre le cours. On leur dit, ça va, t'as X semaines de retard, je veux dire, quand X ça tient un tiers du cours, ça n'a plus du tout de sens. Et là, du coup, je m'étais dit la même chose, c'est qu'effectivement, avec une semaine de retard, c'était pas possible. Alors, Christian vous l'a dit, on observe que les gens y vivent un petit peu à leur rythme. Moi, j'ai fait exactement les mêmes mesures, et du coup, a posteriori, je le regrette. Mais bon,
je peux du coup annoncer un chiffre, il y avait 3357 inscrits à la clôture. Et sur ces 3307 inscrits, il y en a 1265 qui ont répondu au questionnaire de début de MOOC. Soit déjà à peu près 2/3 des gens dont on ne sait pas trop quel est leur degré de motivation. Et dans le lot, j'avais un peu moins de 73% de résidents en France, donc je suis un petit peu plus international que Christian. Il faut dire que, on en reviendra là-dessus, mais la différence c'est que moi j'ai vraiment eu 2 mois de publicité et je peux vous dire sûr qu'on passe son temps à déclarer le MOOC sur tous les annuaires possibles et imaginables, on se les refilait même entre nous. Et la répartition, elle est sur 53 pays. Il y en a même qu'on ne voit pas trop parce qu'ils sont super petits. Par exemple, ici, on ne le voit pas trop. J'ai un paquet de gens à Haïti, un petit point là. C'est assez impressionnant. Visiblement, là, il y a eu une pub locale qui a été faite et j'ai autant de participants qui proviennent d'Haïti que de participants qui proviennent du Maroc et de la Tunisie. Pourtant, le nombre d'habitants n'est pas le même. Voilà. Alors, à partir de ce questionnaire-là, j'ai également demandé les années de naissance, et donc on a ici une courbe. Alors, la réflexion des gens qui ont vu le truc, ils disent « Oh, c'est un MOOC de vieux, ça !» Parce qu'évidemment, outre-Atlantique, la courbe, elle est plutôt tassée par là, tandis que là, ici, elle se répartit. Il n'y a pas beaucoup de gens, disons, de moins de 20 ans, mais d'un autre côté, on affichait quand même qu'il fallait un prérequis d'un niveau de L3 de programmation, donc c'est pas plus étonnant que ça. Et puis, on a un gros plateau, entre 20 et 40 ans, et puis aussi encore un peu après. Alors, là-dessus, je posais un certain nombre de questions sur le niveau de français. Donc là, on voit beaucoup de gens avec leur langue maternelle, c'est pas surprenant puisqu'il y avait quand même à peu près le même nombre de gens qui résident en France, et puis beaucoup de gens dont la langue est la langue de travail. Et puis aussi la participation. Alors Christian n'a déjà pas beaucoup de nanas, mais alors moi j'en ai encore moins. Vous allez voir, ça va être pire encore après. D'accord ? Donc j'ai que 15% de femmes qui ont répondu au questionnaire. Alors on peut espérer que il y en a un grand pourcentage qui n'ont pas répondu au questionnaire de l'autre côté, mais bon, quand même, j'en doute. C'est un cours d'informatique, c'est un cours catégorisé gros geek, et effectivement, il y a plus de geeks que de geekettes. Niveau d'études demandées, là aussi, on affiche un prérequis élevé et on réalise qu'effectivement, beaucoup de gens, donc ça c'est doctorat, master et puis licence, donc on a tient quasiment les 3/4. On a des bac plus 2, là aussi, on peut imaginer que ça pose pas trop de problèmes. Et puis après, là, on a des gens qui n'ont que le baccalauréat, et il y avait quand même un certain nombre de gens, une douzaine de pourcents, qui n'avaient pas encore entamé, ou qui entamaient tout juste des études supérieures. Les études sont en informatique, eh bien, une grande majorité, là aussi, rien de très surprenant. La situation professionnelle, beaucoup de gens sont en situation professionnelle. Alors les autres, ça veut pas dire qu'ils sont chômeurs, ils peuvent être étudiants ou autres. Je veux dire, j'ai pas fait la différenciation, j'aurais peut-être dû. Et puis ici, si vous avez une situation, est-elle en informatique? Et on a un grand nombre des gens qui ont une situation professionnelle en informatique, indépendamment de leurs études au préalable, bien sûr. Donc ça, c'était l'instantané. On pourrait dire l'instantané du début du MOOC. Alors maintenant, on a noté un certain nombre de choses pendant le MOOC. Donc en fait, sur Fun, les vidéos, elles sont sur Dailymotion. Donc Dailymotion délivre des systèmes d'analyse, on peut récolter des informations, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai traqués moi-même, parce que je n'ai pas accès au log directement. Et donc ici, je peux dire que cette nuit, quand j'ai fait le dernier relevé, il y avait un peu plus de 104 000 vues, de toutes vidéos comprises. Donc toutes vidéos, c'est les 119 vidéos, plus les 12 vidéos de bilan et autres, on reviendra un petit peu dessus. Alors ça, c'est simplement les pics sur les 119, parce que les 12 vidéos, je les ai mises sur ma chaîne Dailymotion, du coup, elles ne sont pas comptées de la même manière. Et en fait, bon, les pics, c'est tous les mardis, ok, et c'est marrant parce que c'est extrêmement régulier. Alors, il y a deux phases d'attrition. Donc, il y a une phase que je qualifierais de découverte, d'exploration, et très vite, soit les gens ne souscrivent pas à la façon dont on présente les choses. J'ai eu un gros débat. Moi, je parle de la mémoire, alors qu'il y a un système sous programmation iOS qui permet de ne pas se préoccuper de la mémoire. Il y en a beaucoup que ça a énormément surpris, et du coup, peut-être qu'ils n'ont pas agréé. Il y a ici eu un premier exercice difficile, l'imagier. Alors, celui-là, il a donné mal au crâne à plein de gens. Ici, il y a eu une annonce d'Apple. Alors, Apple annonce un nouveau langage. Donc il y a plein de gens qui disent « Ah ben c'est con, j'apprends l'Objective-C, est-ce que ça vaut toujours le coup ?» Effectivement, il y a eu un peu de buzz là-dessus, donc ça a probablement
jouer avec un deuxième exercice un petit peu plus difficile. Là, il y a la Coupe du Monde qui démarre. J'ai passe les Wimbledon et autres Roland-Garros. Et puis, ici, il y a le départ en vacances. Alors, c'est marrant parce que j'ai des pics négatifs historiques, mais qui sont en fait probablement pas qui sont des meilleurs parce que c'est associé à des pics enfin, positifs importants. Donc je pense qu'on atteint très rapidement, comme l'observait Christian, une sorte de plateau. Ici, il y a un petit peu plus de regain de vidéo et il y a des gens qui manifestement rattrapent les choses. Alors je pense que le MOOC ne va pas s'arrêter là, hein, je vais continuer à mesurer, en particulier jusqu'à ce que les étudiants, les participants me rendent leur rendu. Alors, l'autre chose qui est intéressante dans l'accès aux vidéos, c'est de voir les vidéos de la semaine X, quand est-ce qu'elles sont vues. Et on observe le même phénomène que Christian, c'est-à-dire que là, ici, la vidéo de la semaine 0, la vidéo de la semaine 0, mais vue la semaine 1, et on voit effectivement que si je prends une semaine donnée, j'ai tout le temps donc une vague, la partie la plus haute, c'est bien les vidéos de la semaine en cours, mais j'ai les gens qui sont en retard d'une semaine, de 2, de 3, etc., qui continuent à regarder les choses. Et ce, jusqu'au bout. Vraiment, la semaine 10, elle est pas complète, puisqu'il manquait aujourd'hui, hein, donc c'est pas encore complètement sélectif. Et on observe vraiment cette courbe, du coup, ça veut dire que c'est là qu'au bout de quelques semaines, j'ai réalisé que les gens, ils vivent à leur rythme, et il faut leur laisser effectivement cette possibilité-là. Là, l'idée était d'essayer de voir combien on avait de gens actifs à la fois. Donc une idée, puisque les questionnaires de fin de MOOC, c'est pas suffisant, c'est d'essayer de voir, de diviser le nombre de vues par semaine par le nombre de vidéos mises en ligne par semaine. Alors, c'est une approximation parce qu'il y a un fort écart type. C'est étrange d'ailleurs, comme il y a des vidéos qui peuvent être regardées 2 fois plus que d'autres dans la même semaine, et parfois 2 vidéos qui parlent de la même chose. Souvent, ils sautent le concept et ils passent directement à l'exemple. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une idée du nombre de personnes qui suivent le cours. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est d'avoir la ligne ici à comparer à quelque chose que je vais évoquer plus tard. C'est que je vous ai parlé du fait que je n'avais pas le module de correction par les pairs. Donc, on a mis en place un système à côté d'échange pour lequel il fallait qu'ils activent un compte. Donc, ils recevaient automatiquement un courrier électronique contenant une URL. Ils cliquent sur cette URL et ils créent un compte. Donc, sur les 3357 inscrits, j'ai eu 1012 comptes créés, activés. Et pas tous utilisés, presque tous utilisés. Donc, ça veut dire que, comme le dit Christian, ça ne sert à rien d'évaluer la participation des gens par rapport au nombre d'inscrits, mais plutôt de s'intéresser par rapport aux inscrits qui semblent avoir fait un minimum d'efforts et en tout cas avoir montré un minimum d'activité. C'était hélas la seule manière que j'avais de le mesurer. Et puis là, ici, l'accès aux vidéos. Alors, ça se voit moins bien ici, mais mieux sur mes transparents. Donc, en bleu, vous avez les vidéos des semaines impaires. Et puis en rouge, les vidéos des semaines paires. En noir, c'est la vidéo de bilan. Et puis on observe, donc on a une espèce de plateau là, même si on a l'impression que ça diminue. Il faut voir que ça diminue parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont 1 ou 2 semaines en arrière et qui sont en train de rattraper les retards. Hein. On l'a vu sur les graphes précédents. Donc ça, c'est le nombre de participants. Donc il y a des vidéos qui ont été vues plus que le nombre de participants. Donc les mecs ont dû aimer tellement ces vidéos-là qu'ils les ont regardées 2 fois. Ça m'étonne un peu. Et puis, il y a ici le nombre de comptes activés. Donc l'élément sur lequel, à mon avis, on peut baser notre référentiel d'inscrits actifs. Alors, les exercices. Donc, il y avait un exercice par semaine. Certaines semaines, il y en avait 2. C'est intéressant aussi de voir, parce que c'est une manière de montrer l'activité, comment les exercices sont rendus. Alors, il y a clairement des gens qui ont fait les exercices sans les déposer sur l'espace d'échange. Et ça, on a eu la preuve flagrante. Un gars qui a demandé la semaine dernière l'activation de son compte. Donc, il avait dû rater le mail, mais il avait dû faire tous les exercices puisqu'il avait envie de soumettre une demande pour obtenir l'attestation. Et comme pour cela, il faut qu'il soumette un exercice, ben, il se préoccupait un petit peu tard d'activer son compte. Donc ça, c'est l'exercice rouge, c'est l'exercice de la 10e semaine sur lequel on va baser la construction de l'évaluation. Alors, il n'y en a qu'un qui a été soumis pour l'instant, mais encore une fois, la semaine n'est pas complète et ils ont jusqu'au 16, donc il n'y a pas le feu au lac, comme qui dirait. On voit que alors, en fait, ça, c'est des exercices facultatifs, et ça, c'est une semaine où il y a 2 exercices. Donc, ils ont plutôt préféré... non, excusez-moi, c'est celle-là. Ils ont plutôt préféré faire celui-là que faire celui-là.
etc., etc. Et vous voyez que bon, on trouve un petit peu cette décroissance. Alors c'est intéressant parce que vous verrez que sur les exercices aussi, ils ne sont pas forcément évidemment soumis la même semaine. Donc là, on regarde les livraisons de la semaine X à la semaine A. Donc la première semaine, il y avait 2 exercices, un qui était facultatif. Donc vous voyez que la semaine 2, il y avait des gens qui soumettaient l'exercice de la semaine 1 et on le voit à peu près partout. Donc il y a un cumul qui se fait au fur et à mesure. Encore une fois, la semaine ici 10 est incomplète et il n'y a qu'une seule attestation qui est demandée au jour d'aujourd'hui, mais j'ai potentiellement, par rapport aux questionnaires qui ont été remplis, plutôt 60-70 attestations qui devraient m'arriver. L'autre chose qui m'intéressait, c'était de savoir si, et il se trouve que j'ai découvert que, hélas tardivement, que je pouvais récupérer l'info par Dailymotion, c'est un peu de travail, mais c'était de voir s'il y avait des comportements qui allaient être les mêmes globalement pays par pays. Donc l'idée, ça a été de regarder l'évolution du nombre de vues par pays. Alors ça, c'est avril, donc on a ouvert le 26, c'est normal que ce soit pas beaucoup. Les mois de mai et de juin sont intéressants puisqu'ils ont à peu près la même durée. Et ça, c'est la partie détaillée. Donc en fait, vous avez à droite la zone qui correspond à ce petit bout-là. Et on voit que, grosso modo, toutes les courbes ont à peu près la même tête. Vous voyez qu'ici, on a un pic. Donc, en fait, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il y a une désaffection, mais pas toujours, d'accord. Il y a quand même des comportements un petit peu bizarres. Il y a des endroits au Canada, là où la courbe, elle est plutôt strictement ascendante. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante, c'est que on n'arrive pas à imaginer, enfin, sur les 53 pays qui étaient représentés, donc j'ai pas pris tous les, hein, il y a un pays qui s'appelle Autres, j'ai pris en fait dans mon questionnaire les pays qui avaient, pour lesquels j'avais identifié 5 participants ou plus. Donc ça en fait une vingtaine à peu près, enfin 20-25. Donc en fait, Autres, c'est l'accumulation des 25 autres à peu près qui sont pas listés explicitement. Ensuite, j'ai regardé, je me suis dit, oui, mais ça c'est un chiffre but, ça peut être intéressant de diviser ça par le nombre de jours pendant lequel le MOOC a été ouvré pendant ce mois-là. Et j'obtiens cette courbe-là. Donc évidemment, la France écrase un petit peu tout. Et du coup, ici, j'ai le détail de la courbe en bas. Et vous voyez que là aussi, on a exactement le même comportement, à des détails parfois un petit peu bizarres. Vous voyez, là j'ai une courbe verte. La courbe verte, je crois que c'est le Maroc, ça monte. Là, ici, on retrouve le Canada, etc. Après, l'idée, c'est que j'arrivais pas à voir ce qui se passait pour des pays. En particulier, je voulais savoir s'il y avait des pays qui disparaissaient. Et donc, c'était intéressant de s'intéresser au nombre de vues par rapport au pourcentage. Donc, l'idée, c'est le pourcentage de toutes les vues, de manière globale. Et ensuite, ici, le détail avec une échelle logarithmique pour qu'on voit les choses un petit peu mieux. Donc, je considère que quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est inférieur à un individu, si un individu ne regarde pas toutes les vidéos, donc on peut considérer qu'ils sont morts, et on voit quand même qu'il y a quelques pays qui disparaissent. En gros, c'est Bénin, c'est le Togo, et puis le Sénégal, je crois, qui sont des pays. Alors, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un problème d'infrastructure qui fait qu'effectivement, les gens ont plus de difficultés pour accéder aux vidéos, par exemple, et au matériel, tandis que sinon tous les autres suivent à peu près, à des variations relativement infimes, le même type de courbe. Alors, l'autre chose qui permet de mesurer l'activité du MOOC, c'est les échanges sur le forum. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu 1012 comptes activés. Sur les 1012 activés, il y en a eu 935 sur lesquels il y a eu au moins une connexion, donc il y a eu une trace de vie. L'ensemble a généré sur le serveur, la BOVH, 937 000, un peu plus de 937 000 requêtes, et il y a eu 542 fichiers zip déposés, quasiment tous des exercices. Il y a aussi des tutoriaux, il y a des gens qui ont déposé des tutoriaux pour expliquer un truc, des gens qui ont déposé des vidéos, des photos aussi. De leurs exercices, rassurez-vous, pas de leurs vacances. Et sur les forums, on a compté 251 fils de discussion et 2672 messages hier, donc là c'est des choses qui continuent à évoluer. Alors si on regarde la courbe de l'évolution de création des comptes et des premières connexions, vous voyez qu'elles sont très très proches et donc ça augmente très très vite. Ce qui est intéressant, c'est que très vite tous les comptes sont créés et on atteint un plateau, sauf la dernière semaine où on a eu cette création nouvelle. Les requêtes, ça bouge pas mal. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus bas, mais encore une fois, il manque une journée. Je veux dire, si vous rajoutez un 7e, potentiellement, on est sur quelque chose qui ressemble fort à un plateau.
Là aussi, vous voyez la courbe de dépôt des exercices. Donc on voit que c'est une courbe qui se tasse un petit peu, mais ça correspond aux autres chiffres qu'on a eus. Et puis les discussions sur le forum. Alors vous allez me dire, mais c'est étrange, là, il y a eu une diminution du nombre de flux. En fait, on a découvert que on avait regardé un petit peu la bête EDX telle qu'elle est interprétée par Force Utilité Numérique, et on avait imaginé une façon d'utiliser les forums, mais on n'avait pas réalisé qu'il y a 12 000 ou 100 000 façons d'accéder au forum. Et du coup, ça a été un fiasco total. C'est-à-dire que la première semaine, rien que pour la soumission des exercices, chacun créait son propre flux, mon exercice machin, mon exercice bidule, et du coup, on s'y retrouvait pas. Et en fait, on a du coup réfléchi à la volée la première semaine, au vu de la catastrophe, à proposer une manière de faire. Donc dans la vidéo bilan, j'ai dit, ben voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et là, c'est assez rigolo. C'est avant même que l'ingénieur pédagogique ait eu le temps d'installer les forums comme on le voulait, il y avait un mec qui suivait le MOOC, qui l'avait fait, et qui d'ailleurs, jusqu'au bout, toutes les semaines, nous a installé les flux comme il fallait. Et alors du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette réduction-là, parce qu'on a fait un peu de nettoyage. Les community managers ont flingué les trucs inutiles, les ont regroupés de manière à ce que, après, les autres qui arrivaient en retard puissent s'y retrouver plus facilement. Voilà. Quoi d'autre? Alors, les échanges entre les MOOC, il y a quand même des choses assez extraordinaires. Moi, j'avoue que j'ai redécouvert une dimension de l'enseignement que j'avais un peu perdue ces dernières années. On a l'impression que nos étudiants, ils sont là parce qu'ils ne savent pas être ailleurs, etc. Là, j'ai eu des discussions mais extrêmement constructives et parfois très vives sur des choix pédagogiques. Par exemple, le fait que je leur dis, je me moque un petit peu, dans iOS, on peut développer construire les interfaces graphiques avec des clicodromes, donc j'appelle ça le mode kindergarten, et puis je leur recommande la manière programmatique, et il y a eu de grosses discussions, même Topo, je vous dis tout à l'heure que je leur suggérais d'utiliser, de gérer eux-mêmes la mémoire, même si après ils ne le faisaient pas, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est que la mémoire. Grosse discussion, mais très très intéressante. Des corrections entre les participants eux-mêmes. J'arrive pas à les appeler les apprenants, j'aime pas trop ce terme, les participants ou les étudiants, je sais pas. Mais entre les participants eux-mêmes, des corrections parfois d'une qualité remarquable. De l'aide en ligne, des gens qui disent bah tiens il y a telle solution alternative, le gars qui fait le tutoriel il dit je le mets là. On avait laissé le wiki parce qu'on avait vu que dans certains MOOC les gens s'en étaient emparés, ni une ni deux. On n'a rien mis dans le wiki. Tout ce qui est dans le wiki de ce MOOC à l'heure actuelle a été mis par les participants, qui s'en sont emparés, qui ont mis, alors il y a une petite section humour, mais la plupart des autres sections, c'est comment faire ci, comment faire ça, comment résoudre tel problème, etc., etc. Et évidemment, c'est des choses que moi, je vais utiliser après, rien, j'étais dans le cours. Hein. Ils ont mis des pointeurs vers des ressources supplémentaires, etc., etc. Il y a même des exercices qui ont été publiés sur iTunes U, excusez-moi, sur iTunes, enfin sur l'Apple Store. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit iTunes U, non, c'est sur l'App Store, bien sûr. Et puis des exercices superbes. C'est-à-dire que là aussi, nos étudiants font les exercices, on leur demande ça, ils font ça. Alors, ils sont là dans une hypothèse où ils doivent optimiser. Hein, l'objectif, c'est d'obtenir, ils ont plein d'UE, le max de points en le mine de temps. Là, il y a un groupe de gens qui ont fait des exercices. Très vite, j'ai instauré l'exercice de la semaine, le trophée de l'exercice de la semaine. Il y a des semaines, j'étais emmerdé, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui méritaient l'exercice de la semaine. Là, vous avez un Gus qui s'est révélé avoir des idées pour une interface graphique. C'est pour un exercice. Il m'a fait une interface en aluminium brossé avec plein de petits trucs géniaux. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre un autre exercice de la semaine. C'est un exercice où ils doivent simuler une bille qui fonctionne sur une surface, donc en fait, en fonction de l'inclinaison du terminal, la bille circule. Le mec nous a fait un vrai jeu, d'accord, avec tout ce qu'il faut, la petite musique, vous l'entendez pas, mais la petite musique insupportable, le petit couinement quand vous arrivez à bouffer une petite étoile, le timing qui vous dit t'as 1 minute pour faire le maximum d'étoiles, et puis, mais je veux dire, on arrive à des niveaux d'application. Ce gars-là, il peut la mettre sur l'App Store, hein, je veux dire, à mon avis, il découvre. Et puis il y en a un qui, comme je vous l'ai dit, à partir d'un exercice de la première semaine, il a dérivé une manière, enfin,
une façon de réexploiter l'idée pour en fait faire des correspondances entre des notes de musique dans le système français et dans le système anglo-saxon et puis à donner les coordonnées des fréquences MIDI ou je ne sais trop quoi. Et l'exercice de la première semaine, la deuxième semaine, il y avait un dérivé qui était sur la page. Donc ça, c'est des choses qui sont des interactions qui ne sont pas simplement entre les participants du MOOC, mais aussi entre les participants du MOOC et l'équipe pédagogique. Et moi, je me retrouve avec listé une trentaine de points majeurs qui ne sont pas simplement des corrections de typo ou autres, mais qui sont tout simplement des idées supplémentaires d'amélioration d'exercice ou d'évolution de